En tant que présidente de l'Institut franco-américain, je suis heureuse d'accueillir Michel Moutot, journaliste, écrivain, observateur des États-Unis depuis longtemps, et Arnaud Vasmer qui va animer cet entretien. Et on a beaucoup de chance d'avoir notre intervenant et beaucoup de chance de vous accueillir ici à l'Institut franco-américain grâce à une rencontre fortuite avec la présidente de l'association Rue des Livres qui a demandé si on ne pourrait pas faire quelque chose ensemble et nous voici. Alors, Elisabeth Lemot regrette de ne pas être ici ce soir, mais elle nous a laissé dans les très compétentes mains de son administratrice Anaïs Billot. Merci beaucoup et merci pour être ici. Juste un mot pour remercier l'Institut franco-américain pour son accueil. Le Festival Rue des Livres 2021, il a dû s'adapter, évidemment, en cette année particulière. Mais l'ambition, elle reste la même. Vous faire découvrir des auteurs, des univers, vous donner des envies de lecture. Et je suis sûre qu'il y en aura beaucoup à l'issue de cette rencontre ce soir. Et je vous invite également, si vous souhaitez poursuivre les découvertes, à regarder la série de 5 émissions qui a lieu, qui est diffusée sur TVRN à partir ces temps-ci, c'est les prochaines semaines. Donc voilà, je vous remercie à tous. Je salue les étudiants de l'IEP qui nous regardent ici ce soir, et également voilà, le public de Rue des Livres, le public de l'Institut franco-américain, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à toutes les deux. Bonsoir donc et bienvenue à cette rencontre au format exceptionnel pour Rue des Livres 2021. Je précise qu'à la fin de l'entretien avec Michel Moutot, d'ici à peu près 3/4 d'heure, vous pourrez à votre tour poser vos questions via le chat sur YouTube. Donc n'hésitez pas, même en cours de la rencontre, à écrire vos questions. Et puis vous pourrez également trouver les livres qui sont disponibles en précommande avec une carte dédicacée à la librairie Greenwich de Rennes. Notre invité, c'est donc vous, Michel Moutot. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être venu jusqu'à Rennes pour cette conversation. Vous êtes depuis une trentaine d'années reporter à l'agence France Presse, spécialiste des questions du terrorisme international, lauréat du prix Albert Londres, et vous étiez correspondant à New York en 2001 lors des attentats. Vous en avez fait une partie de la matière de votre premier roman. Il y avait eu un livre avant, mais ensuite il y a eu 3 romans. Donc le premier est celui-ci, Ciel d'acier, dans lequel vous racontiez les Iron Workers, qui sont les Mohawks, l'une des nations iroquoises vivant entre le Canada et les États-Unis. Vous les avez racontés sur le temps long, celui de plusieurs générations, parce qu'ils ont participé à construire l'Amérique, les grandes infrastructures, ce que vous racontez, les ponts, et puis donc les tours, les fameuses tours jumelles. Et ils ont été parmi les premiers à entrer dans les décombres de ces tours après les attentats pour découper l'acier et ouvrir ainsi des voies d'accès au secours, sans être tout à fait considérés comme des héros, puisque c'est l'un des enjeux de ce livre, la figure du héros que vous interrogiez à l'époque. Et puis, on les retrouve évidemment après, pendant les mois et les mois qui ont suivi, quand il a fallu déblayer tous les décombres des tours avec les risques qu'ils avaient sur leur santé et la reconstruction après d'une tour. Après les charpentiers de l'acier, vous êtes intéressé aux charpentiers de bois, notamment dans le roman suivant qui s'appelle Séquoia. Le voici, les bois, ces fameux arbres que l'on trouve sur la côte ouest des États-Unis, où vous nous emmeniez au 19e siècle, ceux qui ont permis de construire San Francisco et puis les villes et villages de la baie San Francisco au moment où elle venait d'être nommée ainsi, lorsqu'elle n'était plus mexicaine mais pas encore tout à fait américaine. Elle s'apprêtait à le devenir, et Sequoia raconte la période de la ruée vers l'or à partir d'une fratrie de chasseurs de baleines. On commence très très loin de cette Californie de la ruée vers l'or, puisque nous sommes au début sur l'île de Nantucket, donc la côte est au large du Massachusetts, avec cette famille dont le père
chasseurs de baleines est mort et une partie de leur construction est partie dans un incendie, parce que c'est aussi un élément qu'on retrouve souvent dans vos livres. On construit, mais l'incendie déconstruit assez souvent, et avec leur bateau, sans dire aux actionnaires du bateau, avec l'équipage et puis avec des passagers, ils auront fait tout le voyage, le long voyage, parce que ça prend quand même la moitié du roman pour rejoindre la côte ouest en passant par le Cap Horn. Et si certains, parce que c'est un roman choral, si certains ont choisi d'aller rejoindre ceux qui sont allés chercher l'or, Mercator, qui est le personnage principal que vous racontiez dans Sequoia, lui s'est dit que exploiter le bois et apporter le bois pour participer à la construction de la ville était certainement plus sûr et plus enrichissant. Tout ça, c'était les deux romans précédents. Et puis l'an dernier, c'est notamment celui-ci dont on va parler, vous avez publié un troisième roman qui s'appelle L'América. Nous sommes ici dans la première décennie du XXe siècle. C'est le roman dans lequel le temps est le plus ramassé, 1902, pardonnez-moi, à 1910, avec un pêcheur sicilien qui, après avoir été découvert avec la fille de l'homme le plus influent de la région et avoir tué le frère aîné de celle-ci pour se défendre, va se voir dans l'obligation de partir très très loin pour se sauver. Les États-Unis seront sa terre promise. La Californie, là aussi, avec deux richesses qui à un moment s'ouvrent à lui et qu'on retrouvait donc dans Sequoia, la pêche ou l'or. Lui va choisir ce pêcheur. Ce qu'il sait faire, c'est-à-dire la pêche, notamment des saumons qui sont en abondance, puisque vous racontez les courses de saumons, qui fait qu'on voit même plus l'eau, tellement ils sont en quantité abondante. Et puis vous allez le raconter lui, mais aussi la fille de ce fameux Fontaniero, l'homme le plus puissant de la région, qui va passer des années et des années à chercher le moyen de le retrouver lui. Elle a été entre-temps mariée de force à son cousin après s'être révélée enceinte du pêcheur. C'est une histoire de survie, une histoire d'amour et de vengeance que vous racontiez, et une histoire de la mafia entre l'Italie et les États-Unis, qui ne fait que passer par la plus sicilienne des villes américaines, qui est New York. Un roman dans lequel on croise, pour l'anecdote, mais pas que l'anecdote, à deux reprises, Jack London, puisque c'est aussi un roman qui s'inscrit dans une actualité très précise, celle du tremblement de terre de San Francisco en 1906, et puis 4 ans plus tard, on va retrouver ailleurs ce Jack London. Et voilà, si j'ai juste évoqué à la fin de la présentation le mot de mafia, c'est parce que c'est un mot qui arrive tardivement dans votre roman. 3 romans américains, donc, Michel Moutot, vous qui avez, en tant que correspondant, passé 4 années là-bas aux États-Unis, mais qui avez sillonné le monde par votre activité. Pourquoi est-ce malgré tout l'Amérique, même si ensuite vous êtes revenu tout simplement pour le plaisir, à plusieurs reprises, pourquoi est-ce l'Amérique qui donne à chaque fois la matière de vos romans, se publier et ce à venir? Je pense que c'est d'abord, avant même d'y avoir vécu, en fait, j'ai toujours habité une espèce d'Amérique imaginaire qui est venue de mes lectures d'enfant, je pense. Le dernier des Mohicans. J'ai mis un petit moment à comprendre que Mohawks et Mohicans, c'était le même mot. Et donc, le dernier des Mohicans que j'ai lu en bibliothèque verte. Et surtout, mon livre de chevet que je relis tous les 4-5 ans, c'est Les raisins de la colère de John Steinbeck. Que ma maman, le roman de la Grande Dépression. Voilà, que ma maman, prof de français, m'a fait lire quand je devais avoir 13-14 ans, je pense. Qui est un roman qui m'a tellement marqué. On dit souvent, vous savez, que certains livres peuvent changer une vie, mais moi c'est vraiment le cas. Je me souviens de refuser de venir manger, par exemple. Je revois mes parents me dire c'est l'heure de... Je disais j'ai pas faim, laissez-moi, je veux finir ce livre. Et donc moi j'ai une passion pour John Steinbeck, j'adore cet écrivain. Et le fait d'avoir vécu aux États-Unis m'a confirmé que c'est un pays qui est incroyablement romanesque. De fait de sa fondation, c'est quand même la seule fois dans l'histoire du monde que une terre que tout le monde disait vide, qui évidemment ne l'était pas, mais dont on a quand même joyeusement massacré les habitants pour prendre leur place, a été peuplée par un échantillon du reste de l'humanité.
Et vous avez cette espèce de mythe qu'ils ont, de mythe fondateur, de la ville sur la colline, l'exemplarité qu'ils estiment avoir ou devoir au reste du monde, vient de là. Et ça veut dire une multiplication d'histoires. En fait, chaque émigrant qui est arrivé dans ce pays a une histoire par définition, hein, puisque c'est pas pour rien qu'on partait là-bas. Moi, pendant mon séjour à New York, je suis allé très souvent à Ellis Island, donc l'île par laquelle passaient les immigrants, le centre de tri, qui est maintenant un musée de l'immigration qui est absolument extraordinaire. Et vous voyez les destins de gens qui viennent des pogroms d'Ukraine, qui viennent d'Afrique, qui viennent de tous les pays d'Europe, sur l'autre côte, qui viennent de Chine, qui viennent du Japon. Et tout ça, c'est devenu ce fameux melting pot qui marche plus ou moins, évidemment. Plus les esclaves africains à qui, eux, on n'a pas demandé leur avis, on les a transportés de force. Et moi qui aime les histoires, j'ai toujours trouvé que ce pays était une mine d'histoire absolument sans fin. Quel lien vous fait justement entre cette activité de journaliste que vous avez aux États-Unis et puis cette boîte à histoire que sont les États-Unis? Parce qu'on n'a pas le même rapport dans ce cas-là, évidemment, à ce qui se passe ou à ce qui s'est passé. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, je suis tombé tout simplement sur le début de l'histoire donc de Ciel d'acier, de mon premier roman, quelques jours après le 11 septembre. Ça devrait être le 17 ou le 18 septembre 2001. Donc, moi, j'ai passé pratiquement 2 mois, tous les matins, à ce qu'on a appelé Ground Zero. J'étais chargé de raconter ce qui s'y passait dans la mesure du possible. Hein, c'était pas très facile parce que les lieux étaient interdits d'accès à la presse, ce qui, soit dit en passant, m'a sauvé la vie parce que si j'avais pu y aller autant que j'aurais voulu y aller, j'aurais respiré ces fumées dont on sait aujourd'hui qu'elles étaient hautement toxiques. Hein. En gros, quasiment tous les sauveteurs sont en train de mourir, s'ils ne sont déjà morts. Et un jour, en fait, je tombe sur un de ces iron workers, donc un de ces monteurs d'acier indiens, qui a une longue natte. Je le revois encore, celui-là je ne l'ai plus jamais revu. Il a une longue natte qui sort de son casque et qui lui arrive jusqu'au milieu du dos. Et un des pompiers avec lesquels j'étais en train de discuter le regarde et me dit « Mais nous, sans ces gars-là, on ne peut rien faire là-dedans. » Ce sont les monteurs d'acier, des cut the steel. Ils découpent l'acier. Et moi, je me dis, toujours à la recherche d'une histoire à raconter, parce que c'est un peu ça à l'AFP, vous voyez, contrairement à par exemple un journal ou un magazine, une fois qu'il a fait un papier, il ne va pas vous refaire le même le lendemain. Nous, oui, puisqu'on a 6000 clients dans le monde entier, et quand tu es chargé de cette couverture, tous les jours, il faut raconter ce qui s'y passe. Donc au bout d'un moment, il faut trouver voilà, ce qu'on appelle des angles chez nous, donc des façons un peu différentes de raconter l'histoire. Et donc j'ai fait un premier papier sur ces monteurs d'acier, pourquoi ils sont là. Et quelques mois plus tard, en fait, je suis tombé à New York, donc au Museum of American Indians, qui dépend de la Smithsonian, la grande fondation américaine, sur une exposition qui raconte l'histoire de la tribu. The Mohawk Indians build New York, comment ils ont construit la ville. Et là, j'étais fasciné par l'histoire de la tribu. Ça remonte à 1886, dans une petite réserve sur le Saint-Laurent, au nord de Montréal. Et j'ai trouvé ça tellement romanesque, j'étais absolument persuadé qu'un écrivain de l'État de New York ou canadien avait raconté leur histoire. Et je me souviens rentrer sur ma moto au bureau et me dire « Ah, je vais me régaler de lire ce bouquin, il faut que je le trouve ». Et je le cherche partout. Et encore aujourd'hui, je n'ai toujours pas compris que personne l'ait écrit avant moi. Et personne ne l'avait écrit. Voilà, donc vous avez fait le livre que vous auriez aimé lire. Qui reste ma ligne de conduite absolue. Chaque fois que je raconte une histoire, que je pars sur une nouvelle histoire, je pense toujours... enfin, je ne peux pas m'empêcher en fait, de raconter une histoire que j'aimerais lire. Ouais. Avec une difficulté ou pas quand on affronte des imaginaires aussi puissants. Ici, dans l'América, c'est la mafia. Dans Sequoia, c'est la ruée vers l'or. C'est-à-dire qu'avant même d'entrer dans votre roman, on a
un imaginaire. Et vous, probablement aussi, avant de l'écrire. Sauf qu'évidemment, l'América, c'est pas la mafia à New York ou à Chicago que vous allez raconter. Donc, vous déviez cet imaginaire. Comment vous composez avec cela? Alors, justement, quand vous voulez parler de mafia, hein, enfin, l'América, c'est parti de la Sicile, hein, de cette petite île de Maritimo où nous étions en vacances, et où je rencontre un Américain qui parle pas un mot d'italien, mais qui me dit, mais moi, je suis de Monterey, donc une petite ville californienne sur la côte. On est 6000 à Monterey, d'être des descendants des pêcheurs de cette île, parce qu'ils sont partis pêcher la sardine. Et moi, ça me dit, ah tiens, c'est intéressant, je vais creuser un petit peu. Donc, qui dit Sicile dit mafia, évidemment. Mais moi, je m'étais plus intéressé à la naissance de la mafia. Comment est-elle née? Tout simplement parce que vous n'allez pas refaire le parrain. Hein. Il y a des trucs, faut pas y toucher. Vous refaites pas les raisins de la colère, vous refaites pas le parrain, parce que ça pourra pas être mieux, ce sera forcément moins bien. En revanche, comment est née la mafia? Moi-même, je ne le savais pas, donc je me suis renseigné. J'ai lu tout un tas de bouquins, les livres d'histoire existent, hein, évidemment, et c'est absolument passionnant. On est effectivement très très loin du parrain ou des films de Scorsese ou de tout l'imaginaire romanesque et cinématographique sur la mafia. Le Fontaniero, c'est tout simplement, dans son petit patelin, celui qui décide où est-ce qu'il va ouvrir le robinet pour aller abreuver les citronniers. On est très très loin des grosses affaires de corruption, même si, avec le temps et le fil du roman, on va arriver à Naples et on va arriver dans des villes où la mafia est plus installée. Et historiquement, la mafia, en fait, est née au milieu du 19e siècle dans les vergers d'agrumes de Sicile. Et les premiers mafieux étaient tout simplement les contremaîtres de ces grands domaines, appartenant souvent à des nobles qui étaient soit à Naples, soit à Rome, pas là, qui se sont mis à voler leur patron, tout simplement. Et après, ils ont construit cette espèce de mythologie. Certaines veulent faire croire que ça remonte au Moyen-Âge pour défendre l'île contre les envahisseurs. C'est absolument faux. Tout ça, ça a été raconté après. C'est tout simplement ces gens qui se sont aperçus qu'ayant la main sur le robinet, ils pouvaient ruiner l'un, favoriser l'autre et en échange devenir très riches. Là-dessus arrive, mais très, très, très tôt, hein, le marché américain. Vous êtes aussi très étonné qu'au début du 19e, eh bien, New York, vous n'avez pas encore la Floride aux États-Unis. Donc vous n'avez pas les grands champs d'agrumes de Floride. Donc c'est un énorme marché d'exportation. Et bien, quand on exporte des caisses de citron, on peut aussi exporter des armes, on peut aussi commencer à vendre de la drogue. Et ainsi, c'est de là qu'est née la mafia. Donc les premiers mafieux sont les fontanieri, donc les fontainiers, les maîtres de l'eau. Voilà, moi j'ai la main sur le robinet et si tu essayes donc l'histoire que je raconte là de mon fontanière dont le patron le propriétaire s'aperçoit qu'il le vole, il essaye de le remplacer. Le remplaçant, tout d'un coup, est retrouvé mort dans le verger parce que voilà, vous me remplacez pas, maintenant il va falloir dealer avec moi. Et en fait, les grands propriétaires s'aperçoivent assez vite aussi, face à la montée des syndicats et du communisme, que ça peut être aussi une main-d'œuvre qu'on peut utiliser. Et certes, ils nous coûtent 30% de notre récolte, mais ils maintiennent l'ordre, ils font enrayer la terreur. En fait, tout ça, je l'ai appris tout simplement dans les livres d'histoire. Parce qu'à ce Fontaniero, on lui propose, à un moment, il est arrêté. Première fois, lui qui se sentait en tout cas complètement intouchable, il est arrêté, il est transporté très très loin de son île et en fait, on le remet en liberté avec comme deal, il y a les rouges qui arrivent, les syndicats, tu vas t'en occuper pour nous. Qui est complètement dans la vérité historique aussi, oui. Les grands patrons ont lutté contre l'influence communiste. En se servant de la mafia comme gros bras en fait, et régulièrement des chefs syndicalistes étaient assassinés, on retrouvait souvent pas leur corps, et tout ça objectivement c'est quelque chose que moi j'avais jamais lu, et j'ai toujours cette démarche, moi quand je me renseigne, quand à la fois je vais sur le terrain et je lis beaucoup de livres historiques, je me dis toujours que moi qui connais un peu l'histoire, si celle-là je la connaissais pas, et si j'arrive à la romancer et la mettre en scène, le lecteur va non seulement suivre l'histoire, s'attacher au personnage, mais sans doute apprendre des choses sur la période.
sur tous les cas ce qui se passe au moins sur les 3 romans Michel Moutot que vous avez écrits. Donc vous nous avez raconté comment est-ce que vous jouez avec l'imaginaire ou les a priori qu'on peut avoir. En même temps, dans ce que vous nous racontez, il y a quelque chose qui est aussi remarquable dans vos 3 livres. Ce que vous avez dit, là vous êtes remonté à l'origine de la mafia. Et il y a ça à chaque fois. Dans vos livres, allez à l'origine de Ciel d'acier, vous remontez à l'origine de ces Mohawks qui, avant de construire les Twin Towers, ont eu cette légende que, soi-disant, ils n'auraient pas le vertige, donc on les a embarqués sur tous les grands édifices et les gratte-ciel. Dans Sequoia, c'est l'origine de la Californie, l'origine de la richesse de la baie de San Francisco. Pourquoi l'origine est si présente chez vous, vous intéresse autant? C'est moins une histoire d'aujourd'hui à chaque fois que vous racontez, c'est toujours d'où ça vient. Oui, mais c'est un peu ma formation de journaliste. Moi, j'aime beaucoup arriver dans un village. Vous voyez, j'ai beaucoup travaillé au Moyen-Orient. J'étais correspondant au Liban. Si vous voulez comprendre le Liban, il faut remonter à l'Empire ottoman. Sinon, vous ne comprenez rien. On a, nous, société occidentale, un rapport beaucoup plus distant avec l'histoire. Mais si vous cherchez bien dans n'importe quelle petite ville de Bretagne, vous apercevez que c'est par ici qu'arrivaient les Vikings et que c'est pas par hasard si cette église est sur cette petite île et si ce noble-là a fait alliance avec les Vikings pour défaire le noble d'à côté. Et quelque part, il y a toujours des traces. Moi j'ai toujours beaucoup aimé remonter à l'origine des choses. Et par exemple, Sequoia est né tout simplement d'une visite que j'ai faite à Nantucket, où je rencontre l'île au large de Massachusetts. Voilà, d'où vient la famille de baleiniers. L'île de la chasse à la baleine, l'île de Moby Dick. Le bateau de Melville dans Moby Dick part de Nantucket. Les premières scènes du livre se passent à Nantucket, parce qu'en fait, vous aviez 120 bateaux de chasse à la baleine. C'était la quasi-totalité de la flotte américaine, donc pratiquement mondiale de l'époque, qui a fait la richesse de Nantucket. Il ne faut pas oublier que c'était avant le pétrole. Donc les rues de Paris, sans doute de Rennes, de Londres et de Melbourne étaient éclairées à l'huile de baleine. On a mis un éclairage public avant l'électricité. Donc chaque bateau qui revenait plein d'huile rendait son affréteur immédiatement multimillionnaire. C'était une fortune dont on a beaucoup de mal à imaginer ça maintenant. Et donc un écrivain local qui s'appelle Nathaniel Philbrick fait un livre magnifique qui s'appelle Au cœur de l'océan, qui existe en français, ça a été traduit, qui raconte les mésaventures d'une baleinière, donc la baleinière Essex, qui en 1802, si je me souviens bien, au large du Pérou, en plein Pacifique, est coulée par un cachalot. Ce qui normalement n'arrive jamais, sinon la chasse à la baleine aurait été impossible. Et là, ça est arrivé 3 fois, je crois, si je me souviens bien de mes recherches dans l'histoire de la chasse à la baleine. C'est-à-dire que le cachalot a volontairement coulé ce gros 3-mâts en lui fonçant dessus. Le bateau a coulé, les hommes se sont réfugiés dans les baleinières, donc ces petites barques qui heureusement avaient une voile, et comme ce sont de très très bons marins, en fait ils ont réussi à regagner la côte et donc à revenir à Nantucket où même 2 des marins ont écrit des livres. Et donc cet historien raconte, donc Au cœur de l'océan, l'odyssée incroyable des marins de la baleinière Essex. Ce livre fait un carton aux États-Unis. Moi, je propose à mon rédacteur en chef, qui est un fan de Moby Dick, je le savais, donc ça marche. Donc je l'appelle, Francis, ça te dirait l'histoire vraie qui a inspiré Melville? Ah oui, très bien. Donc moi, j'étais content d'aller à Nantucket parce que j'avais lu Moby Dick. Et au détour d'une phrase, ce Nat Philbrick me dit mais vous savez, ici, au milieu du 19e, la chasse à la baleine, elle a périclité d'un coup, tout a disparu. Je dis mais comment ça? Ils sont tous passés chercher de l'or en Californie. Et là, ça a fait tilt aussi. Je me suis dit, là, je ne le savais pas, évidemment. Donc, que parmi les dizaines et dizaines de milliers de chasseurs de trésors et de chercheurs d'or de la ruée vers l'or, il y avait la quasi-totalité des baleiniers américains qui ont pris leur bateau, qui ont passé le Cap Horn, donc c'est quand même gentiment 6 mois de voyage,
ont abandonné les bateaux qui ont pourri dans la baie de San Francisco et sont partis dans les montagnes chercher de l'or, tout simplement. Ça, c'est ma thèse, mais je pense qu'elle est pas très fausse. C'est que les chasseurs de baleines, en fait, étaient ces chasseurs de trésors. Eux, ils étaient là pour vendre très cher l'huile de baleine. Donc, quand on leur dit que vous avez de l'or dans les rivières, c'est beaucoup moins dangereux. Et c'est pour ça que des fois, les hommes, entre eux, peuvent être pires que les baleines. Et il y a eu vous le des montrez exemples. dans Ouais, Sequoia. La ruée vers l'or, c'était féroce. Hein. Ouais. Mais eux, ils se sont pas posé la question. Donc 80% des chasseurs de baleines sont devenus des chercheurs d'or. Et ça a été le début. Donc à partir de là, évidemment, j'ai creusé la chasse à la baleine. La ruée vers l'or, je connaissais quand même un peu. Et ma grande chance, en fait, je me suis aperçu très vite que la plupart des gens faisaient exactement la même erreur que moi au tout début. C'est-à-dire confondaient la ruée vers l'or originelle 1848 San Francisco avec celle de Jack London. Tout simplement à cause de Jack London, hein, qu'il a tellement bien raconté sur tellement de différents angles. Sauf que c'est pas du tout la même. Celle de Jack London, c'est 30 ans plus tard, c'est au Canada, c'est le Klondike, pour lequel San Francisco, qui est déjà une grande ville, sert de base. Les gens partaient de San Francisco. Mais en revanche, qu'est-ce qui se passe en 1848 ? Alors vous avez évidemment, et je salue évidemment ici sa mémoire, parce qu'il vient de nous quitter, Michel Lebris, qui a très bien raconté ça. Co-fondateur de Étonnant Voyageur. Étonnant Voyageur. Romancier. C'était une de ses histoires préférées aussi, je sais, et notamment les Français en Californie, parce que parmi dans la ruée vers l'or, il y avait pas mal de Français en 1848. Et je me suis aperçu, en fait, la fondation de San Francisco. Qu'est-ce qui se passe quand vous prenez un petit village qui, encore un an plus tôt, s'appelait Yerba Buena, dans lequel vous aviez maximum 1000 personnes, où on parlait espagnol, parce qu'on était des descendants plus ou moins de conquistadors, voit arriver la première année 50 000 personnes, des fous furieux du monde entier, qui abandonnent leur bateau et partent en courant dans la montagne, dont certains, on a un peu oublié, mais reviennent très très riches. Hein, on dit souvent, ils sont tous morts de faim. Non, c'est pas vrai. Il y en a certains, les premiers évidemment, qui sont tombés sur des filons, ils sont revenus mais richissimes, redescendus dans San Francisco où ils ont la plupart du temps tout dépensé. Et tout cet or a construit la ville. Et alors, vous savez, évidemment, les Américains ont fait le travail historique. Vous avez des livres d'histoire sur la fondation de San Francisco. C'est absolument passionnant. Et ça, c'est pareil. Donc, vous avez Chronique de San Francisco, c'est 3 tomes, assez arides, mais qui raconte comment cette ville, à partir de rien, est devenue cette tout grande coup, capitale. Une baie. Et puis 1848, c'est pour notre histoire française une des années révolutionnaires, et quelques révolutionnaires français qui sont plus en odeur de sainteté. On les retrouve aussi dans cette ruée vers l'or californienne, mais en vous intéressant aussi à l'origine, Michel Motto, vous intéressez aussi souvent au basculement d'une époque, parce que vous l'avez dit là pour Sequoia, pourquoi il n'y a plus de chasseurs de baleines, c'est tous devenus des chercheurs d'or. Aussi parce que la baleine s'est raréfiée, ce que vous racontez. Dans l'América, c'est aussi, à force de pêcher en surabondance le saumon dans les rivières, et puis en apportant des nouvelles machines, des nouveaux outils aussi, on a un impact là-dessus. Ça aussi, c'est très présent dans vos romans. Comment vous expliqueriez ceci Alors, ma question est double en fait. C'est le basculement d'une époque, et puis c'est l'arrivée de machines modernes. C'est-à-dire que l'écologie et la préoccupation environnementale, on vit tellement maintenant au quotidien avec que ça a l'air complètement naturel. Mais en fait, c'est assez récent. Hein. Il ne faut pas oublier qu'à quelques décennies encore, il y a 30-40 ans, les richesses de la Terre étaient absolument infinies. Et les Terre-Neuva ont vidé les stocks de morues, de Terre-Neuve, mais pendant des années et des décennies, tout le monde pensait qu'il y en aurait toujours. Il s'est passé exactement la même chose avec les sardines donc de la baie de Monterey, qui est une baie très profonde et très fermée. Vous aviez, quand les premiers pêcheurs sont arrivés, des soirs où vous pouviez à peine naviguer entre les sardines, tellement il y en avait. Elles arrêtaient les bateaux. Exactement comme se racontaient les Terre-Neuva sur les morues. Ils naviguaient sur des océans de morues.
Et le fait qu'on peut empêcher tellement que bientôt il n'y en aura plus, c'est quelque chose qui a mis très longtemps à être compris. Et maintenant, vous avez évidemment des scientifiques à la télévision quasiment tous les soirs qui nous expliquent que il faut faire quelque chose, sinon la planète, on est très très mal barré. Mais ça, c'est relativement récent. Ouais, parce que pourtant, vos personnages, l'América, c'est les premières décennies du XXe siècle, Sequoia, c'est le milieu du XIXe siècle. Ils sont déjà témoins de cette évolution. Entre le début de la période où vous racontez et la fin de la période, il y a déjà des changements, il y a déjà quelque chose qui est en train de se raréfier. Bien sûr, et les grands séquoias, les grandes forêts de séquoias de Californie, qui sont un des plus beaux spectacles qui est au monde. On y va régulièrement. Enfin, moi, on a du mal à repartir de ces forêts. Vous pourriez y rester, mais c'est tellement beau. Il ne faut pas oublier que ces 5% des séquoias qui étaient là, ils ont été quasiment tous abattus pour faire du bois de construction. Et moi qui ai vécu au Liban, le fameux cèdre du Liban qui est sur le drapeau, il reste 2 petites forêts de cèdres. Il y en a une qui est tellement, on dit la forêt c'est un bois qui est entouré par un mur qui appartient à l'église maronite. Et les fameux cèdres millénaires, il doit en rester 700. Parce que depuis en gros les Phéniciens, on a coupé les arbres. Et le fait de, par exemple, je vais replanter 2 arbres quand j'en coupe un, c'est ça aussi très récent. Donc il ne faut jamais oublier que l'homme a toujours été un prédateur pour tout ce qui l'entoure, en gros. Mais pourquoi est-ce que vous le racontez, vous, sur des périodes plus anciennes? Parce qu'ils s'en aperçoivent déjà, vos personnages, qu'il y a quelque chose une ressource qui est en train de disparaître. Bien sûr, ils s'en aperçoivent, mais pas la mesure. Non, et je pense que c'est l'avidité et l'appât du gain est plus fort que tout. Hein. L'Amérique a quand même été construite là-dessus. Hein. Et quand vous voyez par exemple leur attitude envers le gaz de schiste, heureusement, nous, en Europe, on a mis un point d'arrêt à ça. Mais je pense que les prochaines générations d'Américains vont haïr cette génération-là, qui s'est permis de faire des dommages environnementaux absolument terribles, en se disant, en gros, après moi le déluge. Donc moi, c'est pas ma préoccupation première. Hein, moi, je fais pas des romans écologistes, mais c'est quand même toujours un peu là. Et je veux montrer aussi que dans cette période-là, ce qu'il fallait d'abord, c'est s'enrichir de toutes les manières possibles. Notamment parce que ce sont des histoires d'ascension sociale, ou en tout cas des histoires de marge que vous racontez à chaque fois, Michel Moutot. Dans Ciel d'acier, ce sont des Mohawks, mais ce sont des Canadiens qui viennent aux États-Unis. Alors, il se trouve que leur ancien territoire iroquois était sur les 2 pays, donc ils ont des facilités de traverser la frontière. Oui, pour les Mohawks, la frontière n'existe pas. Voilà, c'est ça. Donc, mais ce sont quand même la marge de la société. Dans Sequoia, quand vous racontez ces Français qui arrivent, ou même ces personnages qui viennent de l'Est des États-Unis, ils sont quand même à la marge quand ils arrivent. Et dans l'América, ce sont les Italiens. Les Italiens, ils ne sont pas bien accueillis au début du XXe siècle aux États-Unis. Et même quand on est la fille, Anna, d'un mafieux, qu'on embarque clandestinement dans un bateau, on se retrouve en 3e classe. Donc on est aussi sur la marge culturelle et la marge sociale. Pourquoi la marge, Michel Moutot, vous intéresse autant pour raconter ces histoires américaines ? C'est une bonne question, j'avais jamais vraiment pensé comme ça. Je pense que un personnage établi, vivant une vie confortable, m'intéresserait moins. Alors, Mercator, qui est quand même le fils du baleinier dans Sequoia, est plus établi que l'ensemble de vos Mais il a personnages. tout perdu. Mais il vient de tout perdre. Ouais, voilà. Il vient de tout perdre et il n'a pas d'autre choix en fait que de prendre le bateau de son père et puis de changer d'univers, parce que sinon en gros il va tout perdre. Et l'autre personnage dans l'América qui serait le plus établi, c'est que Vittorio, qui est le personnage que l'on suit, qui est le pêcheur, qui va devoir partir par des contacts, va rejoindre le fils d'une famille qui est assez riche parce qu'elle fait du commerce à la Nouvelle-Orléans. Donc lui aussi, on pourrait penser que ce fils-là, il est bien établi, sauf que il y a une histoire de coup de feu, une histoire de meurtre. Et tout d'un coup, il retombe aussi socialement. Qui est une histoire vraie. Hein. Ça, c'est quelque chose. J'ai passé 3 jours à la Nouvelle-Orléans dans les archives à la Société historique. En fait, le plus gros pogrom de l'histoire des États-Unis,
les victimes ne sont pas des Noirs, contrairement à ce qu'on croit. Alors, entendons-nous bien, pogrom, pas pogrom, en fait, plutôt lynchage. Ils ont tué 12 Italiens le même jour. Il n'y a jamais eu, si mes recherches sont exactes, et je pense qu'ils le sont, 12 lynchages de Noirs. Évidemment, au final, il y en a eu beaucoup plus, puisqu'il y en a eu énormément des lynchages de Noirs. Mais il y a eu, donc, à la Nouvelle-Orléans, 1882, une agression de toute la ville blanche contre les quartiers italiens. Et c'est nombreux, hein, parce que dans votre livre de mémoire, ils sont 40 000 au début du XXe, rien qu'à la Nouvelle-Orléans. Rien qu'à la Nouvelle-Orléans, tout simplement parce qu'ils tiennent le port. Ils tiennent le port, et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris dans les archives de la ville, qui sont absolument passionnants. C'est que les Italiens et la Nouvelle-Orléans, en fait, ravitaillaient tout le sud des États-Unis, mais ça remontait par les fleuves pratiquement jusqu'à Chicago. Et on importait non seulement des agrumes d'Europe, mais aussi tous les fruits, les bananes et les ananas d'Amérique centrale. On pense souvent que le commerce international est quelque chose d'assez récent, mais pas du tout en fait. Et ce qui m'intéresse aussi dans cette période, moi j'adore le tournant du 19e, 20e, c'est que les gens étaient en fait beaucoup plus mobiles qu'on le pense aujourd'hui. Vous voyez, vous pensez que un immigrant italien qui part en Amérique, il part en Amérique. En fait, il y en a beaucoup qui revenaient, notamment pour se marier avec une fille du village choisie par leur maman. Absolument classique, revenir chercher leurs parents, chercher leurs cousins, et vous avez des gens qui ont passé beaucoup de temps à faire l'aller-retour. Alors nous on a l'impression que sans avion ça peut pas se faire, ben non, il y avait 4-5 mois de voyage, les gens les faisaient. Ça aussi c'est quelque chose que j'ai appris dans les livres d'histoire. Mais que vous ne mettez pas en scène, vous préférez des personnages qui sont dans le mouvement, qui sont dans la fuite. Voilà, parce qu'ils doivent s'adapter ou trouver un autre, se réinventer ailleurs et se sauver tout simplement. Tout à fait. Tout à fait. Là, dans l'histoire, Vittorio, de toute façon, c'est une question de vie ou de mort. Hein. Il sait très bien que s'il reste là... il a tué le fils, le premier capot. Et d'ailleurs, c'est ce que lui disent les vieux marins, les vieux pêcheurs de son île. Il y en a un qui reconnaît le fils du fontanier, et il lui dit, tu vas partir maintenant, cette nuit. Parce que si tu restes jusqu'à demain, et si tu es toujours là quand tu reviens, ils vont tous nous tuer. Et ça, c'est une histoire que j'ai inventée, évidemment, mais des histoires comme ça, vous en avez beaucoup. Hein. Et dès que la mafia, qui évidemment a accompagné l'immigration italienne en Amérique, s'est installée, et des allers-retours, vous avez la fameuse scène dans Le Parrain où il retourne, vous vous souvenez, où après avoir tué le chef du gang rival, il retourne en Italie et tombe amoureux de la belle sicilienne parce qu'on l'a renvoyé là-bas pour qu'il soit à l'abri. Ça arrivait tout le temps. Vous n'avez pas complètement répondu à ma question sur la marge. Oui, c'est vrai. Elle est double, hein, vraiment, je réinsiste là-dessus. Elle est culturelle, c'est des gens qui viennent de l'ailleurs. Elle est aussi sociale, c'est des gens qui viennent d'en bas ou qui sont ramenés en bas. Ouais, je pense que ça vient de Ellis Island, en fait, de qui émigrait aux États-Unis. On y passe dans l'América, mais évidemment, Vittorio, sachant que c'est New York, la ville des Siciliens, ne va pas y descendre. Voilà, et moi, en tant que romancier, je savais très bien, il y a une règle absolue, c'est que vous racontez jamais deux fois la même histoire. Et je voulais absolument raconter Ellis Island en me disant, oui, certes, ça a déjà été fait tellement de fois, mais cet endroit est tellement incroyablement romanesque. Imaginez une immense salle, comme un hall de gare, un grand hall de gare, dans lequel débarquent des bateaux, les uns après les autres, qui ne viennent pas du même endroit. Et vous voyez, vous avez là, les photos sont géniales, et il y a un audio tour. Je conseille à tous ceux qui iront à New York, évidemment, d'aller à Ellis Island et d'absolument prendre l'audio tour, parce qu'ils ont pu interroger des gens avant qu'ils meurent, qui ont raconté leur expérience. Et ça, c'est absolument formidable. Et donc, vous avez côte à côte des Siciliens, des Lituaniens, des Français, enfin, le monde entier est là, et en quelques minutes, je crois que c'est
je ne sais plus qu'est-ce qui a dit, l'usine à fabriquer des Américains. Ils arrivent, ils abandonnent leur nom ou on leur fait abandonner, hein, parce que Mankiewicz, le Polonais, ok, toi c'est trop compliqué, tu vas t'appeler Jones, et hop, et c'est les gars de l'état civil qui racontent ça. C'est ce qui se passe à Palis Island, mais à la Nouvelle-Orléans, quand Vittorio Bellavica, qui veut dire le buveur d'eau, se fait rebaptiser Water. Voilà. Parce que ça veut dire, parce que Bevilacqua, il ne parle pas italien, le gars. Et ça, c'est une histoire que vous voyez tout le temps. Et alors, je ne vous parle même pas des anciens esclaves, évidemment, donc aucun n'a gardé son nom africain. Et c'est pour ça que vous avez tellement de Jones, de Smith, voire de White chez les descendants d'esclaves, parce que tout simplement, on les a appelés du premier nom qui vous venait passer par la tête. Alors, Ellis Island, je voulais absolument le raconter, et en travaillant quand même beaucoup, il se trouve que mon grand-père est italien, donc moi je suis issu du côté de ma mère d'une famille italienne, et mon grand-père en 1926 a pris le bateau, donc famille très pauvre du nord de l'Italie, et il a pris le bateau pour le Brésil. J'ai retrouvé la trace de son passage, parce que les Brésiliens ont tout mis en ligne, maintenant c'est assez facile. Donc je me disais, quand on était à Gênes, vous avez un musée de la mer qui est aussi un musée de l'immigration italienne à Gênes qui est formidable, et je me souviens appeler ma maman en me disant: maman, je suis sur le quai où ton papa a pris le bateau pour le Brésil, et en fait il est de ces émigrants aussi, alors ça on en parle très peu, peut-être qu'un jour j'en ferai un livre, qui a échoué. Vous en parlez comme dans l'América, puisque dans le bateau où Anna, donc la fille du Fontaniero, a pris place de manière clandestine, elle aura plus de chance avec sa fille de rentrer, mais il y a en fond de cale 2 personnes dont on se doute qu'ils ne vont pas être accueillis aux États-Unis et qui vont devoir faire le voyage en retour. Ils n'étaient pas très nombreux, je crois que c'était entre genre 10-12%, mais quand même ça fait du monde. Notamment pour les raisons de santé. Pour les raisons de santé. Ou alors si jamais, dans leur cas, il y a un avis de recherche en Exactement. Italie. Alors moi, mon grand-père, en fait, je pense, hein, et ma maman ne le sait même pas, qu'il a eu tellement honte, en fait, d'avoir échoué, qu'il n'a jamais raconté quoi que ce soit. Ma maman ne sait même pas dans quelle ville du Brésil son père a passé 1 an et demi avant de rentrer donc à Gênes et de rencontrer ma grand-mère et de prendre le train pour Carcassonne, où ils ont changé de pays, ils sont devenus émigrants italiens, mais là, et il a été maçon, enfin même manœuvre sur les chantiers toute sa vie. Donc il doit y avoir ça en moi, en fait, ce jeune homme de 22 ans qui prend le bateau pour un pays dont je ne suis même pas sûr qu'il sache lire une carte. Et si ça se trouve, il aurait pris le quai d'à côté, il serait parti pour Ellis Island. Et en travaillant les histoires d'immigration, alors vous avez America, évidemment, ce film magnifique d'Elia Kazan, et vous vous apercevez qu'en fait, c'est rarement, quasiment jamais l'aîné d'une famille qui allait partir, parce que l'aîné, il va hériter du peu qu'il a hérité. C'est souvent le cadet, voire... Et c'est souvent, en fait, le plus malin, le plus courageux. Pour moi, le courage, c'est une notion qui est très importante. Je trouve que c'est un des plus jolis mots de la langue française, courage. Et c'est le plus courageux, le plus entreprenant, celui qui n'a pas peur d'en fait de laisser son monde derrière lui, d'aller affronter ce grand inconnu. Moi qui ai couvert beaucoup de conflits pour l'agence, j'ai fait énormément d'histoires de réfugiés, beaucoup de camps de réfugiés en ex-Yougoslavie, au Moyen-Orient, et vous voyez tout de suite dans un camp de réfugiés ceux qui vont s'en sortir. Vous le voyez tout de suite. Celui qui est abattu, qui va vous parler de ce qu'il a perdu, évidemment ils sont tous traumatisés, mais vous en avez toujours qui vont dire, bon, alors ici, comment on va sortir de ce camp, comment on va gagner notre vie, Et on a eu exactement la même histoire avec cet afflux de Syriens. Vous vous souvenez, ce million d'émigrants syriens que les Allemands ont accueillis. Mais quand vous reprenez leurs histoires maintenant, vous avez des histoires extraordinaires. Et moi, d'avoir parlé à beaucoup de réfugiés, je pense que j'aime beaucoup ce personnage de celui qui a plus le choix en fait. Ouais, qui s'adapte, parce que c'est ça aussi, hein, qu'ils ont tous en commun vos personnages. Quand ils partent soit d'une côte à l'autre, soit d'un pays à l'autre,
C'est des histoires d'adaptation. Exactement. Et c'est vrai que j'ai toujours un petit peu de mal, moi, avec je suis né ici, je mourrai ici, je ne bougerai pas de la terre de mes ancêtres. Tout à fait respectable, évidemment. Mais quelque part, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Oui, j'aime les aventuriers. Et puis vous aimez la route et voilà, parce que dans tous vos romans, Et les voyages. La route ou la mer ou les voyages qui peuvent être très très longs, parce que même dans Ciel d'acier, il n'arrête pas de faire l'aller-retour entre les États-Unis et le Canada. C'est que 7 heures, mais c'est quand même 7 heures Qui font tous les week-ends. d'autoroute, qui font tous les week-ends, voilà. Encore aujourd'hui. Absolument. Et tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'intéressant, d'important par rapport à l'America pour ce Vittorio, donc qui tue le fils aîné du mafieux, où les vieux marins lui ont dit tu pars et tu pars maintenant. Et c'est ce qu'il va faire. C'est un trait aussi qu'on trouve dans tous vos romans, cette question de l'entraide. On pourrait penser que La Ruée vers l'or, on pourrait penser qu'une partie de l'histoire américaine, notamment quand il est question de mafia, forcément c'est des histoires individuelles ou des histoires qui sont faites d'une grande violence. Or vous, il y a une dimension humaniste qui est très forte. Dans Sequoia, on n'arrête pas de passer des accords, on n'arrête pas de lier des contrats entre nous. Dans l'America, il se passe à peu près la même chose. Ce Vittorio arrive sur la côte est. Ça se passe pas très bien au début parce qu'en fait, on a recomposé les régions italiennes dans la baie San Francisco, donc il faut juste qu'il trouve où est la Sicile dans ses ports. Mais une fois qu'il y est, il est dans un réseau de solidarité qui est important et qui va lui permettre de vivre. Pourquoi c'est là aussi quelque chose qui est aussi présent dans votre littérature, cette dimension de la solidarité, cette dimension de l'humanisme? Mais ça je pense que c'est quelque chose que vraiment je dois à Steinbeck. Les raisins de la colère, la façon dont les Hokies, donc les paysans ruinés de l'Oklahoma, arrivent en Californie et sont... Il y a un livre qui est au moins aussi beau, qui est beaucoup moins connu de Steinbeck, qui est un peu quelque part la suite des raisins de la colère, qui s'appelle En un combat douteux, qui est l'organisation en partie par le Parti communiste américain, dont on a oublié aujourd'hui à quel point il était puissant à l'époque, mais surtout par les syndicats de cette solidarité nécessaire absolument si on veut survivre, face aux propriétaires terriens qui à la fois se sentent envahis par ces hordes de Hokies. Ça a été longtemps une insulte suprême en Californie, comme les Russes appellent les gens du Caucase, les culs noirs, ils sont sales, ils sont moches, ils n'ont rien à manger. Sauf que de notre côté, ils étaient quand même bien contents de les voir pour ramasser les pommes et pouvoir faire baisser les salaires. Donc oui, en fait, on part rarement seul. On part en communauté. Moi, je suis sûr, je ne le sais pas justement, puisque là, personne n'en a jamais parlé dans ma famille. Mais si mon grand-père est parti au Brésil, il n'est pas parti tout seul. Il est parti avec forcément un cousin, quelqu'un du village qui lui a dit que c'est là qu'on peut aller, c'est là qu'on va aller. Quand vous regardez alors ça c'est passionnant aussi, les listes des passagers à Ellis Island, vous avez des familles, certes, mais si vous regardez les endroits et les villages d'où ils viennent, vous avez des villages entiers. Parce que justement, on va partir avec le voisin, avec le fils du voisin, et il y en a un, justement, le plus dégourdi, le plus aventurieux, qui est déjà. Et donc, on a un point de chute. Et ça, c'est valable pour tous les immigrants. C'est pourquoi vous avez tellement d'Allemands, de Suédois dans la région des Grands Lacs, dans le nord vers le Canada, parce que des villages entiers sont partis là-bas. Et moi, c'est vrai que je pourrais passer ma vie à raconter toujours la même histoire en fait, de ces immigrants, parce que chaque immigrant est une histoire. Évidemment, évidemment. Et puis, ils construisent. Parce que vos romans sont des romans d'origine, on en a parlé de construction d'une ville ou d'un pays ou d'un imaginaire, mais on construit beaucoup. On construit avec du bois, on construit avec de l'acier. La pêche est une autre manière évidemment de travailler. Le travail est très important, le geste du travail est très important et prend une grande place dans vos 3 romans. C'est un défi ça pour l'écrivain que vous êtes d'en faire une matière romanesque de ces gestes qui sont très techniques? Non, pas du tout. Alors c'est pas du tout un défi, c'est juste parce que ça m'intéresse. Et je me fais toujours reprendre par ma femme qui est ma première lectrice, qui me dit bon alors maintenant t'arrêtes parce que le pont là on a compris comment on l'a construit.
Oui, mais moi, ça m'intéresse. J'adore mon métier, j'ai toujours adoré mon métier parce que ça nous permet d'arriver chez n'importe qui en disant expliquez-moi ce que vous faites et pourquoi vous faites ça comme ça. Qui est quelque chose que j'ai fait, mais vous voyez, le premier truc qui me vient à l'esprit, là, dans 2012, on pouvait encore aller en Syrie. Donc la Syrie s'est soulevée, on passe clandestinement de la Turquie, on est avec les rebelles, avant que ça devienne trop dangereux qu'ils nous enlèvent et compagnie, donc ça on pouvait. On va à Alep quasiment tous les jours, on couvre la rébellion, les combats, mais une fois sur la route, sur la droite, je vois un immense rectangle dans un champ creusé. À l'intérieur de ce rectangle, vous avez des gens qui pataugent jusqu'à la taille et ça a l'air d'être du goudron. Et ils pataugent et ils remplissent des seaux. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc je dis à mon photographe, au retour, on va partir plus tôt, je veux m'arrêter là. Et vous savez ce que c'était? Ça, c'était pas du tout du goudron, c'est des olives. C'est les résidus d'olives, une fois qu'on les a pressés, on les met tout au même endroit, ensuite on les sort en galettes et on les fait sécher au soleil, et en hiver, on va mettre ça dans le feu, parce qu'il n'y a pas de bois dans ce coin-là. C'est un truc, ça remonte aux Romains, donc qui n'existait plus, évidemment, parce que plus personne n'a besoin de ça. La guerre arrive, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de carburant. On a retrouvé ce savoir-faire ancestral. Mais j'ai passé une après-midi formidable avec les gens, mon interprète évidemment, parce que hélas je ne parle pas arabe. Alors, au début, je se méfie un peu. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? D'où ils sortent? C'est des Français. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Et j'ai adoré faire ce papier. Et moi, j'ai toujours eu cette prétention peut-être de me dire que si ça m'intéresse moi, ça intéressera d'autres gens, forcément. Ceux qui aiment bien les mêmes choses que moi. Et c'est un peu comme ça que j'écris mes livres. Après, moi, idéalement, j'adorerais en vendre des millions de livres. Mais sur le fond, j'ai la chance d'avoir un métier et de ne pas avoir besoin de ça. Donc, c'est pas que je m'en moque, mais c'est pas du tout mon premier... Moi, je me dis... Si ça m'intéresse, ça intéressera d'autres gens. Combien? Je ne sais pas. Et quelque part, ça m'est un peu égal. Parce que ça doit me plaire moi, parce que je vais y passer entre 2 et 3 ans. Donc objectivement, si ça ne vous plaît pas, c'est une torture. Bon. Ah non, c'est insupportable. Il faut que ça plaise deuxièmement à ma femme, qui est ma lectrice préférée, et qui a toujours raison. Elle m'énerve un peu, parce que... Au début, je contestais un petit peu, mais maintenant, j'ai compris. C'est pas la peine de contester. Si ça lui plaît pas, faut le refaire. C'est pas bon signe. Et ensuite, il se trouve que mes livres marchent raisonnablement bien. Je sais que je commence à avoir une communauté de lecteurs qui me suivent et qui aiment bien aussi ce genre d'histoire-là. Et parce que c'est pas envahissant. J'ai dit effectivement que ça avait une grande place dans vos romans. Mais c'est pas c'est pas des pages et des pages entières ou des chapitres entiers qui vont consacrer à un jet. Je me retiens, c'est ça. Personnellement, c'est pour ça que personnellement, je ferais bien un peu plus long sur quels outils ils utilisent. Mais non, mais ça, Sophie me le fait, ma femme me le fait couper. Si je rentre trop dans la technique, je coupe. Voilà, parce qu'il faut que ça soit quand même dans le souffle romanesque. Et puis une dernière question avant vos propres questions, c'est aussi l'avantage d'avoir lu vos 3 romans à la suite, c'est que se dégage des thématiques, se dégage des thèmes et se dégage des personnages forts qui sont aussi les personnages de femmes. J'aimerais quand même qu'on vienne là-dedans dans Ciel d'acier, la communauté Mohawk. Si c'est un homme qui a à sa tête, le conseil c'est quand même un conseil de femmes et c'est elles qui vont décider qui elles vont mettre à la tête. Dans America, il y a Anna, donc celle qui a aimé Vittorio, que l'on va suivre, qui va malgré elle être mal mariée et puis qui va partir après aux États-Unis. Ce ne sont pas des victimes chez vous, les femmes. Et même dans Sequoia, il y a cette femme qui embarque en se masquant en homme sur le bateau et qui va avoir aussi un rôle très puissant au fil du roman. Pourquoi aussi cette récurrence de ces femmes qui sont des moteurs de l'histoire, qui sont des femmes quand même, des personnages assez forts? Je pense que ça vient de mon expérience de journaliste et d'avoir couvert une vingtaine de conflits. Je me suis aperçu que quand les hommes font la guerre, les femmes font à manger. Et dans les camps de réfugiés, les hommes passent beaucoup de temps aussi à parler entre eux, mais celles qui font marcher le truc, c'est les femmes. Celles qui, dans Sarajevo,
on crée des réseaux de solidarité. Moi, j'ai toujours pensé que le monde irait beaucoup mieux si on donnait le pouvoir aux femmes dans tous les pays. On devrait essayer genre 5 ans. Interdiction d'avoir un homme à la tête d'un pays du monde. Au bout de 5 ans, on fait et je suis à peu près sûr que ça marcherait mieux. Donc oui, moi, et puis moi, j'aime pas du tout en littérature la figure de la pauvre fille perdue qui attend son prince charmant. Ça m'a toujours énervé. Les femmes sont au moins aussi courageuses que les hommes. Ouais, même peut-être plus parce qu'elles sont assez émancipées du milieu où Et elles viennent. et souvent plus. L'América, elle vient quand même d'une région extrêmement patriarcale. Absolument. Et on fait sentir que le rôle des femmes, c'est un rôle de soumission à l'homme. Et encore aujourd'hui, hein, vous avez mais vous avez dans certains clans de la Camorra ou de la Cosa Nostra, vous avez des femmes qui peuvent être aussi absolument terribles. Et moi, c'est vrai que mes personnages féminins, il faut que je fasse attention de ne pas faire toujours le même, mais pour moi, c'est important d'avoir des personnages féminins forts. Mais je pense vraiment que ça vient. Oui. Moi, j'ai commencé avec le Liban, j'ai vu la fin de la guerre du Liban, et les personnages qui m'ont vraiment marqué, les gens vraiment extraordinaires, qui ont fait des choses formidables, c'est souvent des femmes. Hein, parce que l'homme peut se permettre aussi de parler politique pendant des jours et des nuits, mais les enfants, il faut quand même qu'ils mangent, hein, parce qu'ils sont là, et on peut pas on peut pas les oublier. Il faut s'en occuper. Quand vous arrivez dans un camp de réfugiés, vous avez tout perdu. J'étais beaucoup en Albanie au moment de la guerre du Kosovo, donc les Kosovars de Kosovo étaient réfugiés en Albanie. Nous, on ne pouvait plus aller au Kosovo à un moment, ils nous avaient expulsés, donc on était énormément dans le nord de l'Albanie. Et là, j'ai vu des femmes absolument extraordinaires qui ont et je pense que ça m'a marqué. Donc bon, il faut pas que je fasse tout le temps le même personnage. J'ai pas dit que c'était le même personnage. Mais pour moi, c'est important, oui, d'avoir des personnages de femmes qui prennent aussi leur destin en main, parce que dans la vraie vie, c'est comme ça. Tout simplement. Voilà, ça va être à votre tour de poser vos questions. Donc vous pouvez le faire via le chat sur YouTube. Vous regardez cette rencontre et Anaïs Bio, on a déjà des premières questions. Effectivement, 2 questions. Quelle différence faites-vous entre votre écriture journalistique et votre écriture romanesque ? Et une seconde question, il y a tellement de sujets là qui ont été abordés que les internautes veulent savoir quels sont vos prochains projets d'écriture. Quelle différence ? Alors ça c'est très difficile. Je pense avec l'América être à peu près parvenu. Très très difficile, hein. Moi je viens d'avoir 60 ans, j'ai commencé ce métier à 24, et donc quand vous savez faire quelque chose, vous savez le faire, et je me souviens très bien donc être parti sur l'idée de les Mohawks, donc les Mohicans, les monteurs d'acier, raconter l'histoire de la tribu, mais raconter aussi le 11 septembre, le post-11 septembre, parce que je me suis aperçu aussi que énormément de choses avaient été cachées volontairement par la mairie de New York qui avait interdit d'accès, et il s'est passé à Ground Zero pendant ces 9 mois des histoires extraordinaires qu'on a apprises en fait 1 an plus tard, quand les acteurs, donc le chef des pompiers, le chef des flics, la patronne des infirmières, ont écrit des livres. Tous les éditeurs sont Mon année à Ground Zero. Moi j'ai lu ça et j'étais ahuri par ce que je voyais, qui était sorti nulle part. Donc je me suis dit, là j'ai une matière, et je me revois écrire donc les premiers chapitres, mes 2 ou 3 premiers chapitres, et je fais lire ça à mon fils aîné, qui a maintenant 27 ans, qui est un avide lecteur depuis qu'il est tout petit, et il lit ça, il me regarde, il me dit, papa c'est bien, mais on dirait un très long reportage. Et il avait complètement raison, j'ai tout réécrit. Et donc désapprendre ce que vous savez faire, très difficile. J'ai eu beaucoup de mal, et un de mes collègues de l'agence m'a fait un compliment qui m'a vraiment touché. Lui aussi a lu les 3, je ne sais pas dans quel ordre, mais à la suite, et il m'a dit, dans Ciel d'acier, ça se voit tellement que tu es journaliste, un peu moins dans Sequoia, et vraiment l'América plus du tout.
Donc c'est un vrai travail, comme tout. Hein. De toute façon, c'est ce que j'aime aussi, moi, dans le fait d'être romancier, c'est un artisanat. Hein. C'est absolument un artisanat. En gros, plus vous allez travailler dessus, mieux ce sera. Je ne pense pas qu'il y ait un moment où en travaillant votre texte, vous allez l'abîmer. Il n'y a pas. Exactement comme un ébéniste va pouvoir poncer et reponcer, et s'il ponce encore plus, ben, ce sera encore plus joli. Donc il y a énormément de travail, et je pense maintenant arriver à désaccoupler mon écriture de journaliste. Mais c'est pas facile, ça m'a pris beaucoup de temps, vraiment. Et donc l'autre question, c'était les prochains projets, donc les prochains romans américains. Alors il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est en cours, hein, donc ça va s'appeler Route 1, donc comme route numéro 1, qui est la fameuse route qui longe la côte pacifique. Pour ceux qui connaissent, ou si vous avez vu des publicités de voitures, par exemple, elles sont toutes tournées là, la plus belle route du monde, je dis souvent, avec la route qui suit la côte là, au sud de Naples, très très jolie. Mais cette route-là, elle est magnifique, donc ça se passe dans les années 30, pendant la construction de la route. Encore une fois, on construit, alors cette fois on construit une route, sur une montagne complètement à pic sur l'océan Pacifique, et cette route qui est permise par en fait la naissance des premières machines. Donc ils appellent ça des pelles à vapeur, les Américains, steam shovel, parce qu'avant on faisait tout à la pioche, hein, et avec des paniers comme on a creusé le canal de Suez. Et donc c'est le background, donc la construction de cette route, et c'est de là que c'est m'est venu. Je me suis toujours dit, la construction de cette route, ça doit être extraordinaire. Et comme souvent, comme toujours en Amérique, la réalité dépasse la fiction. Donc une fois que j'ai commencé à creuser un petit peu, je suis tombé sur des histoires formidables. Et donc ça va être en fait l'affrontement entre l'ingénieur en chef du chantier, chargé de faire passer la route dans un endroit magnifique qui s'appelle Big Sur, et le dernier propriétaire terrien qui tient un morceau de la montagne, et qui veut à tout prix empêcher que cette route passe, parce que si cette route passe, son secret va être révélé au monde, et ça, c'est pas possible. Voilà. Ce qui permet, pour une toute dernière question, de vous poser la question. C'est pas l'Amérique en fait que vous racontez, c'est New York et la Californie. Pour quelle raison? Même si dans l'américain on passe par la Nouvelle-Orléans. Mais c'est quand même, voilà, c'est quand même certaines géographies. Oui, c'est parce que c'est les endroits que je connais. Hein. C'est vrai que si j'avais vécu par exemple à Chicago, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec les grandes plaines, les plaines du milieu. Les Américains, les New-Yorkais, les Californiens appellent ça les États qu'on survole. The flyover states, dans lesquels on va pas, parce que traverser les États-Unis en voiture, pas mal de gens l'ont fait, mais en fait la plupart des gens prennent l'avion. Donc c'est des endroits que je connais moins bien, hein, tout simplement, où je suis allé moins souvent. Moi, c'est vrai que j'ai une passion pour la Californie, j'adore cet État, et pas tellement en fait pour Hollywood, le glamour, mais pour tout le reste. C'est un État qui est immense, hein. Il vous faut 10 ans pour connaître la Californie. Et la Californie du Nord, par exemple, vous avez des coins où vous avez des rednecks, des partisans de Trump, mais exactement comme dans le Sud. Ils sont armés jusqu'aux dents, et ils sont californiens. Et la Californie du Nord, par exemple, n'a rien à voir avec la Californie du Sud. La Californie elle-même, rien que cet État, est une mine d'histoire. Et ça vient évidemment en partie de la ruée vers l'or, bien sûr. Mais comment est né Los Angeles, c'est extraordinaire aussi. Voilà, mais ça, pour l'instant, ce sera peut-être pour un prochain livre. Et on peut lire en tous les cas vos 3 romans, dont L'América, paru il y a un an aux éditions du Seuil. Michel Moutot, merci beaucoup pour cette rencontre, et merci à vous de nous avoir suivis pour cette rencontre du festival Rue des Livres. Et donc n'hésitez pas à faire connaître cette rencontre, puisqu'elle restera en ligne sur la chaîne YouTube sur laquelle vous vous trouvez actuellement. Merci au festival, merci à l'Institut franco-américain de nous avoir accueillis, et bonne soirée à toutes et à tous.